Définition, E, B, mu est un espace mesuré. On dit que la mesure mu est finie si mu de E est inférieur à plus l'infini. Sigma fini, s'il existe une suite Bn de B telle que E égale l'union des Bn et mu de Bn est inférieur à plus l'infini quel que soit n. Complète si toute partie mu négligeable de E appartient à B. C'est-à-dire que mu négligeable, c'est-à-dire quoi? A est inclus dans B, avec B appartenant à grand B et mu de B égale 0. Et bien ça implique que A appartient à B. Eh bien, la mesure de Lebesgue lambda sur B lambda est non finie, sigma fini, complète. Non finie parce que on a toujours la mesure de 0n qui est égale à n, et cet intervalle 0n est inclus dans R, donc sa mesure est inférieure ou égale à la mesure de R, parce que R appartient à B lambda. Donc lambda de R est supérieur ou égal à n, quel que soit n appartenant à n, donc lambda de R est égal à plus l'infini. Elle est sigma fini parce que R c'est l'union des moins n, et eux ils appartiennent à B lambda et quel que soit n, leur mesure est égale à 2n, donc est inférieure à plus l'infini. Donc c'est bon. Alors maintenant, on suppose A négligeable, donc une partie A qui est inclue dans R, B appartient à B lambda et puis A inclus dans B et lambda B est égal à 0, c'est ça que ça veut dire. Lambda étoile de A est inférieur ou égal à lambda étoile de B, et lambda étoile de B c'est lambda B, et ça vaut 0, donc lambda étoile vaut 0. Lambda étoile de A vaut 0. Et ça, lambda étoile de A égale 0, ça veut dire que c'est une partie négligeable pour lambda, pour la mesure de Lebesgue, et donc elle appartient à B lambda, car les parties lambda négligeables de R sont exactement les parties X de R vérifiant ça. D'accord? Voilà, ça, c'est un résultat qu'on n'a pas avec n'importe quelle mesure. Voilà. Donc on a démontré ça, quel que soit A inclus dans R et quel que soit x0 appartenant à R, lambda étoile de x0 plus A est égal à lambda étoile de A. Démonstration, x0 plus AB, c'est peut s'écrire comme ça, donc sa mesure va être égale à ça moins ça, c'est-à-dire B moins A, c'est-à-dire la mesure de AB. Alors maintenant, quel que soit epsilon positif, je sais que pour la partie A, pour le calcul de sa mesure, il existe une suite IN de IR, telle que A est inclus dans l'union des IN, et lambda étoile de A va être inférieur ou égal à la somme des lambda de IN, inférieure à lambda étoile de A plus epsilon. X, si X, dire que X appartient à X0 plus A, ça équivaut à dire que X moins X0 appartient à A, donc ça implique qu'il existe n tel que X moins X0 appartient à IN, puisque A est inclus là-dedans. Donc ce qui veut dire que X appartient à X0 plus IN, que j'appelle JN, et JN, j'ai vu que c'était un intervalle, ça appartenait à IR. Donc X va appartenir à l'union des X0 plus IN, et donc il appartient à l'union des JN, et donc je vais avoir X0, alors X au départ il appartenait à ça, il appartient à ça, donc X0 plus A va donc être inclus dans l'union des JN. De plus, lambda étoile de X0 plus A va être inférieur ou égal, à, alors puisque j'ai cette inclusion, je vais dire que c'est inférieur ou égal à lambda étoile de ça, et donc c'est inférieur ou égal à la somme des lambdas de JN. D'accord? Mais les lambdas de JN, les lambdas de JN, c'est pareil que les lambdas de IN. Donc c'est égal à la somme des lambdas de IN, et ça, je sais que c'est inférieur à lambda étoile de A plus epsilon, quel que soit epsilon positif. Donc j'ai ça qui est inférieur à ça, quel que soit epsilon positif. Donc j'en déduis que lambda étoile de x0 plus A est inférieur ou égal à lambda étoile de A. Donc maintenant, si je prends lambda étoile de moins x0 plus x0 plus A, je remplace en fait A par x0 plus A, et donc je vais dire que c'est inférieur ou égal à lambda étoile de x0 plus A, et donc c'est inférieur ou égal à lambda étoile de A. Mais ça fait A. Donc ça fait lambda étoile de A qui est inférieur ou égal à ça, qui est inférieur ou égal à lambda étoile de A. Et donc ça veut dire que lambda étoile de A va être égal
à lambda étoile de x0 plus a. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Et ça va me servir à démontrer que la mesure de Lebesgue lambda sur b lambda est invariante par translation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x0 appartenant à R, b lambda égale x0 plus b lambda. C'est-à-dire que quel que soit b appartenant à b lambda, x0 plus b appartient à b lambda, et aussi b lambda, oui c'est ça, x0 plus b appartient à b lambda. Démonstration, a est inclus dans R, b appartient à b lambda, lambda étoile de a est égal à lambda étoile de a inter b plus lambda étoile de a moins b. C'est comme ça qu'on a défini le fait que b est mesurable. Et donc ça fait lambda étoile de a inter b plus x0 plus lambda étoile de a moins b plus x0. Mais a inter b plus x0, c'est pareil que ça. En effet, dire que x appartient à a inter b plus x0, ça veut dire que x moins x0 appartient à a et à b, et donc x appartient à a plus x0 et à b plus x0. Donc c'est bon. Et puis a moins b plus x0, c'est pareil que ça, parce que dire que x appartient à ça, ça équivaut à dire que x moins x0 appartient à a et qui n'appartient pas à b. Donc x moins x0 appartient à a, ça veut dire que x appartient à a moins x0. X moins x0 appartient à a. C'est plus x0, oui, donc x appartient à a plus x0. Et dire que x moins x0 n'appartient pas à b, ça veut dire que x n'appartient pas à b plus x0. Donc j'ai bien ça. Donc lambda étoile de a va être égal à lambda étoile de a plus x0 inter b plus x0 plus lambda étoile de a plus x0 moins b plus x0. Alors maintenant, si je remplace a par a moins x0, je vais obtenir lambda étoile de a moins x0 est égal à a moins x0, c'est-à-dire a plus moins x0 ici, est égal à lambda étoile de a inter, alors a plus x0 moins x0, donc a inter b plus x0, et puis là pareil, lambda étoile de a moins b plus x0, quel que soit a, inclus dans R. Donc ça veut dire que b plus x0, ça est mesurable. Donc b plus x0 appartient à b lambda. Donc b appartient à b lambda implique que x0 appartient à b plus b lambda. Donc ça veut dire que x0 plus b lambda est inclus dans b lambda. Mais si b appartient à b lambda, moins x0 plus b appartient à b lambda, d'après ce qu'on vient de voir avant, hein, je remplace x0 par moins x0, et du coup x0 plus moins x0 plus b, ben lui il va appartenir à x0 plus b lambda, et ça fait b. Donc b va appartenir à x0 plus b lambda, d'accord? Alors ça je ne l'avais pas mis ici, mais voilà, b appartient à x0 et b appartient à x0 plus b lambda. Voilà. Et donc de ces deux résultats-là, j'obtiens que x0 plus b lambda, j'avais obtenu, est inclus dans b lambda, et là je vais obtenir que b lambda est inclus dans x0 plus b lambda. D'accord? Voilà. Puisque à chaque fois que je prends un élément de b lambda, il appartient à ça. B lambda est inclus dans x0 plus b lambda. Et x0 plus b lambda est inclus dans b lambda. Donc b lambda est bien égal à ça. Voilà. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Une remarque rapide, E b mu mesuré où mu est complète, c'est-à-dire que si x est une partie négligeable, c'est-à-dire inclus dans y avec mu de y égale 0, alors x appartient à b. Bien soit a appartenant à b, on va montrer que mu a, et la mesure induite sur a, est complète sur l'espace mesurable AB. Démonstration prend x appartenant à P de A comme mu a est négligeable, mu a négligeable, x mu a négligeable, donc il existe y appartenant à BA, x inclus dans y et mu a de y est égal à 0. Y appartient à BA, donc à B, puisque A appartient à B. Mu a de y, ben c'est mu de y. Donc ça veut dire que comme mu a de y est égal à 0, mu de y est égal à 0. On a donc x appartient à P de E, x inclus dans y appartient à b, et mu de y égale 0, mais mu est complète. Donc x appartient à b.
et donc X appartient à BA. Donc mu A est complète. Remarque que soit EB mu un espace mesuré si la mesure est sigma fini. Alors, il existe une suite xn croissante de B telle que mu de xn est inférieur à plus l'infini quel que soit n appartenant à n, et l'union des xn égale E. Il existe une suite yn d'éléments 2 à 2 disjoints de B, vérifiant mu de yn inférieur à plus l'infini quel que soit n appartenant à n, et E égale l'union des yn. Évidemment, 1 implique que mu est sigma fini, et 2 aussi. Je commence par ça. Bah oui, si je trouve une suite des xn croissantes de B vérifiant ça, de toute façon, l'union des xn est égale à E, et chacun des mu de xn est inférieur à plus l'infini. Donc elle est bien sigma fini. Et c'est pareil pour l'autre, puisque on va avoir E union de yn, et chaque mu de yn est inférieur à plus l'infini. Alors maintenant, démontrons d'abord 2. Et bien comme mu est sigma fini, E est une réunion de Bn où les Bn forment une suite de B et mu de Bn est inférieur à plus l'infini quel que soit n, on pose xn égale union de 0 à n des bk, donc ça appartient à B, donc xn est une suite croissante de B, l'union des xn est égale, l'union des Bn est égale à E. La récurrence, une récurrence évidente montre que mu de xn est inférieur ou égal à somme de mu de bk, je ne la fais pas, c'est vraiment facile, et donc comme ces mu de bk sont tous inférieurs à plus l'infini, les mu de xn sont inférieurs à plus l'infini, d'où le résultat. Alors pour démontrer le 1, je pars du résultat du 2, je garde la notation du 2, et je pose y0 égale x0, y1 égale x1 privé de x0 qui appartient à B, et quel que soit n, yn est supérieur ou égal à 1, yn égale xn privé de xn-1 qui appartient donc à B, puisque B est une tribu. Alors xn est égal à l'union des yk de 0 à n, et la réunion est disjointe. C'est évident si n égale 0, x0 égale y0. Bon là je fais des trucs que je ne serais pas obligé de faire. X1 est égal à x0 union x1 moins privé de x0, c'est-à-dire y0 union y1, et c'est bien disjoint. D'accord ? Supposons que ce soit vrai à l'ordre n, xn plus 1 égale xn union ça, et ça c'est une union disjointe, puisque évidemment xn plus 1 privé de xn, on n'est pas dans xn. Et je remplace xn par l'union des yk, et donc ça me fait l'union des yk de 0 à n plus 1, qui est disjointe, parce que celle-là est disjointe, et que la réunion de tout cela avec ça, eh bien c'est inclus dans xn, puisque ça c'est xn, intersection, et celui-là, il est inclus dans xn plus 1, vu qu'il était moins xn, donc il est même égal. Et donc, comme ici c'est xn et que là on a enlevé xn, ça fait évidemment vide. Oui, je ne me trompe pas, l'union des yk c'est xn, intersection yn plus 1, yn plus 1, j'ai bien dit que yn plus 1 c'était xn plus 1 moins xn. C'est une égalité ça, d'accord. Voilà, quel que soit n, yn est inclus dans xn, donc comme mu de xn est inférieur à plus l'infini, mu de yn qui est inférieur à mu de xn va être inférieur à plus l'infini. Enfin, E c'est le sub de xn puisqu'ils étaient croissants, et donc comme les xn c'était l'union de 0 à n des yk, E va être l'union de 0 à l'infini des yk, et donc on a le résultat. Je rajoute un exemple d'une mesure finie. On prend R, BR, lambda, mesure de Lebesgue, l'intervalle AB de R. C'est d'abord lien parce que c'est un intervalle, et on peut considérer l'attribut BI induite par BR sur I. Et on a donc l'espace mesurable IBI. La restriction de la mesure de Lebesgue à cet espace nous donne un espace mesuré IBI lambda I, je l'appelle lambda I, la restriction. Et la mesure lambda I est finie sur cet espace, parce que lambda I de I, c'est lambda de AB, ça fait B moins A, et c'est inférieur à plus l'infini.
théorème, A est une partie de R, alors A est mesurable si et seulement s'il existe B, un borélien B, et une partie négligeable N, telle que A est égal à B moins N, et on peut même choisir N inclus dans B. Et ça équivaut à dire qu'il existe un borélien B et une partie négligeable telle que A est égal à B union N. Ce qui veut dire que les mesurables sont presque des boréliens, quoi. Voilà. Hein. La différence étant une partie négligeable. 1 implique 2. D'abord dans le cas lambda A inférieur à plus l'infini, donc A appartient à B lambda. Hein. Donc par définition de lambda, je vais trouver une suite. Si je me fixe epsilon, je vais trouver une suite qui recouvre, une suite d'intervalles qui recouvre A, et lambda A est inférieur ou égal à la somme des longueurs des intervalles est inférieure à lambda A plus 1 sur K. L'union pour n des IKN appartient à BR, puisque les IKN appartiennent à BR. C'est une union dénombrable. Et B, je pose B égale l'intersection de tous ces trucs-là qui appartiennent à BR, donc ça appartient à BR, parce que BR est une tribu. Hein. Quel que soit K, B est inclus dans IKN, puisque c'est l'intersection, donc il va être inclus dans ça, dans l'union des IKN. Donc lambda B est inférieur ou égal à lambda de l'union des IKN, elle-même inférieure ou égale à ça, et donc inférieure à lambda A plus K. Quand je fais tendre K vers plus l'infini, j'en déduis que lambda B est inférieur ou égal à lambda A. Mais A est inclus dans l'union des IKN, quel que soit K. D'accord ? Donc il va être inclus dans l'intersection pour K de l'union des IKN, puisqu'il est inclus dans chacun ici. Donc A est inclus dans B, donc lambda A est inférieur ou égal à lambda B, et donc lambda A est égal à lambda B. Lambda B est égal à lambda B inter A plus lambda B moins A, parce que A appartient à B lambda, j'ai supposé. A est inclus dans B, donc B inter A est égal à A, donc lambda B va être égal à lambda A plus lambda B moins A. Et comme ils sont égaux, j'en déduis que lambda B moins A égale 0, donc que B moins A est négligeable. A est inclus dans B, donc je vais écrire que A est égal à B moins B moins A. Avec B qui appartient à BR, hein, donc ça je l'avais dit tout à l'heure, voilà, B appartient à BR, et B moins A qui est négligeable, eh ben ça y est, j'ai donc démontré ça, d'accord. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je peux choisir N inclus dans B? Ben, je vais le dire, je vais l'expliquer ici, mais déjà je peux l'expliquer ici. Parce que A est égal à B moins N. B moins N, c'est pareil que B moins N inter B. N inter B est inclus dans N, donc lui aussi il va être négligeable, et N inter B, il est inclus dans B. Voilà. Alors, donc ça c'est fait dans le cas lambda A inférieur à plus l'infini. S'il est égal à plus l'infini, je considère AN égale A intersection moins N, comme ça, ça appartient à B lambda, vu que A appartient à B lambda, et AN va être inclus dans ça, donc je me ramène au cas précédent, avec lambda N qui est inférieur à plus l'infini, puisqu'il est inférieur ou égal à 2N. Donc, d'après ce que j'ai démontré, il existe Bn appartenant à Br, Nn appartenant à N lambda, tel que An égale Bn moins Nn. D'accord? Donc, c'est ce que je viens de dire, l'explication de ça. Hein, je peux écrire An égale Bn privé de Bn moins inter Nn, et Bn inter Nn est inclus dans Nn, donc il est négligeable. Donc, on peut supposer Nn inclus dans Bn. Donc, on a Bn égale An union Nn. D'accord? Voilà. Avec Nn qui est inclus dans Bn. Oui, alors de ça, on en déduit ça. Voilà. L'union des Bn est donc égale à l'union des An union Nn, hein, puisque les Bn c'est ça. Donc union des An, union des Nn. Mais A c'est A inter R, donc c'est A inter l'union des moins Nn. Donc c'est l'union des A inter moins Nn, donc l'union des AN. Et puis, donc l'union des Bn est égale à A union N, où N est égal à l'union des N. Bon, mais je peux très bien choisir, puisque c'est A union quelque chose, le quelque chose peut très bien le choisir privé de A, ça ne va rien changer. Donc je prends l'union des Nn privé de A. Les Nn sont négligeables.
Donc l'union des nn est négligeable. Et comme n est inclus dans l'union des nn, n est négligeable. L'union de Bn est égale à A union n. C'est justement grâce à ça. Donc A va être égal à l'union des Bn moins n. Voilà. J'ai ça grâce à ça, parce que j'ai en VR là. Donc A est égal à union des Bn privé de n. L'union des Bn, ça appartient à Br. Ça, on l'avait déjà dit. Enfin, je crois qu'on l'a déjà dit quelque part. Ce sont les Bn. Les Bn, ils appartiennent à Br, c'est ça. Donc voilà pourquoi l'union appartient à Br, qui est une tribu. Et puis que n, on a dit qu'il était négligeable, donc ça y est, j'ai bien démontré. J'arrive à la conclusion du but. Alors maintenant, je suppose le 2. Donc A est égal à B moins n, avec B appartient à Br. N négligeable, donc n appartient, s'il est négligeable, c'est qu'il appartient à B lambda, donc du coup j'applique ce que j'ai fait avant, il existe x appartenant à Br, y est négligeable, tel que n est égal à x privé de y, et je peux même supposer que y est inclus dans x. Bon, A du coup va être égal, alors A va être égal à B privé de n, c'est-à-dire de x moins y, et donc ça fait b inter complémentaire de x inter y bar égale b inter x bar union y, donc b inter x bar union b inter y, et ça c'est b moins x, b appartient à br, x appartient à br, donc b moins x appartient à br, b inter y, b inter y il est dans y qui est négligeable, donc b inter y est négligeable. Bon, ça y est, c'est fini. J'ai mon A qui est égal à un truc qui est dans BR, union, un truc négligeable, et c'est exactement ce que je veux. Et puis, enfin, si je pars du 3, je vais arriver en 1, parce que A est égal à B union N avec B appartient à BR, et N est négligeable. Donc B va appartenir à B lambda, puisque BR est inclus dans B lambda, et N appartient à B lambda, puisque les négligeables sont dans B lambda, donc A qui est la réunion des deux et B lambda est une tribu, A va appartenir à B lambda. Voilà. Donc à retenir pour le 2, dire que A appartient à B lambda, ça équivaut à dire qu'il existe B appartenant à BR et N appartenant à B lambda que je peux choisir inclus dans B, tel que A est égal à B privé de N. Propriété, si B est un borélien et si n est négligeable, alors là, la mesure de B moins n est égale à la mesure de B, et la mesure de B union n est égale à la mesure de B. Démonstration, n est négligeable, enfin appartient à n lambda, donc, qui est inclus dans B lambda. Les négligeables sont mesurables. Donc lambda B est égal à lambda B inter n plus lambda B moins n, parce que ces deux ensembles-là, enfin B est la réunion disjointe de ces deux-là. B inter n est inclus dans n, qui est négligeable, donc B inter n est négligeable. Donc lambda de B inter n est égal à 0. Donc du coup, ça fait 0, donc lambda B égale lambda B moins n. Donc ça démontre le premier. B est inclus dans B union n, donc lambda B est inférieur ou égal à lambda B union n, mais lambda B union n est inférieur ou égal à lambda B plus lambda n, qui fait lambda B puisque lambda n fait 0, donc lambda B union n est inférieur ou égal à lambda B. D'accord? Mais lambda B est inférieur ou égal à lambda B union n, donc il y a égalité, et ça démontre la deuxième. Théorème d'unicité, donc ça c'est important, la mesure de Lebesgue, lambda, et la seule mesure mu sur l'espace mesuré RBR, vérifiant mu de un intervalle ouvert AB est égal à B moins A, quel que soit AB appartenant à R, A inférieur ou égal à B. Démonstration, on a déjà vu que lambda remplit ces conditions, supposons que mu aussi. Quel que soit A, un borélien, et une suite IN de IR qui recouvre A, la réunion recouvre A, on a mu de A qui est inférieur ou égal, oui, puisque comme on a ça, mu de A est inférieur ou égal à la somme des mu de IN, propriété des mesures. Mais mu de IN est toujours égal à lambda IN, donc mu de A va être inférieur ou égal à la somme des lambda IN, quelle que soit
le recouvrement de A par des ouverts de IR. Et donc, comme on sait que lambda A, ou lambda étoile de A, mais maintenant on note lambda A, c'est l'inf de ces trucs-là, ben, ça nous dit ça que mu de A va être inférieur ou égal à lambda A. Donc, j'ai ça qui va me servir après, quel que soit borélien A, mu de A est inférieur ou égal à lambda A. Soit B appartenant à BR et IN, cet intervalle, donc qui appartient à IR. IN est égal à IN inter B, union IN moins B, qui est disjoint, et IN inter B et IN moins B sont des boréliens parce que IN et B sont des boréliens. Donc lambda de IN est égal à lambda IN inter B plus lambda IN moins B, mu de IN pareil, hein, mais lambda IN égale mu de IN. Donc ces deux-là, donc ça va être égal. Voilà. Mais comme IN inter B et IN moins B appartiennent à BR, on a d'après 1, mu de IN inter B est inférieur ou égal à lambda d'IN inter B, et mu de IN moins B est inférieur ou égal à lambda de IN moins B. Donc ça, c'est inférieur ou égal à ça, ça c'est inférieur ou égal à ça, mais il y a égalité dans la somme. Donc ça veut dire que ça c'est égal à ça et ça à ça. Lambda, voilà. IN inter B c'est une suite croissante parce que les IN sont croissants et l'union des IN inter B c'est l'union des IN inter B, mais ça fait R, R inter B ça fait B. Donc lambda B, puisque cette suite est croissante et que les IN inter B c'était borélien, hein, suite croissante de borélien, lambda B est égal à sub de lambda IN inter B. Et même chose avec mu. D'accord, ça c'est des propriétés de la mesure. Hein. Donc sur B lambda, j'ai le droit d'appliquer ça. Hein. Et donc, lambda de IN inter B, donc j'obtiens donc, et ah oui, comme lambda de IN inter B est égal à mu de IN inter B, quel que soit n, donc le sub de ça est égal au sub de ça, donc lambda B égale mu B, quel que soit le borélien B, donc mu est égal à lambda. Voilà. E, une partie de R, alors E est mesurable si et seulement s'il existe à B des boréliens tels que A inclus dans E inclus dans B et lambda de B moins A égale 0. Donc supposons que E soit mesurable, on sait qu'il existe AB appartenant à BR et N négligeable tel que E égale A union N et E égale B privé de N' et qu'on peut même prendre N' inclus dans B. Donc ça me dit que A est inclus dans E, et puis ça me dit que E est inclus dans B. Alors B moins A, ben B moins A, B ça va être B moins N', ça fait E, donc c'est E union N', et moins A, et E c'est A union N', donc moins A. Donc ça fait N union N, alors on rajoute A puis on l'enlève, hein. Donc ça fait N union N' privé de A, qui est donc inclus dans N union N', et ça, N union N', c'est la réunion de négligeable, donc c'est négligeable. Donc ça veut dire que B moins A, là, il est inclus dans un truc négligeable, donc B moins A est négligeable, donc lambda de B moins A est égal à 0, et c'est gagné pour ce sens-là. Dans l'autre sens, A inclus dans E inclus dans B, où A, B appartiennent à BR et mu de B moins A égale 0, soit N égale E moins A, eh bien E moins A va être inclus dans B moins A, bien sûr. Et comme lambda de B moins A est égal à 0, lambda de E moins A va être égal à 0. Donc lambda de N va être égal à 0. Mais E, lui, c'est A union N, hein, puisque N est égal à E moins A. Donc E est égal à A union N, A appartient à BR, N, je viens de voir qu'il est négligeable, eh bien j'ai donc A union N, alors A appartient à BR, donc à B lambda, N est négligeable, donc il appartient à B lambda, la réunion est dans B lambda, donc E appartient à B lambda, et donc j'ai bien démontré cette propriété. Propriété pour toute partie mesurable de R, Lebesgue mesurable, lambda x est égal à 1 des lambda u, u appartenant à delta, où delta sont
et l'ensemble des ouverts qui contiennent x. Donc je peux écrire lambda u, parce que u est un ouvert, donc un borélien. Démonstration si u appartient à delta, ben, j'ai évidemment ça. Et de plus, lambda x, on le sait, est égal à l'inf des sommes de lambda in appartenant à IR, x inclus dans l'union des IN. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe une suite IN de R vérifiant ça et ça. D'accord? Je pose U égale l'union des IN, c'est donc un ouvert qui contient X, puisque X est inclus dans l'union des UN, et U appartient à delta. Lambda U va être inférieur ou égal à somme des lambda IN, et donc va être inférieur à lambda X plus epsilon, puisque ça, c'est inférieur à ça. Donc, quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé U appartenant à delta, tel que lambda U est inférieur à lambda X plus epsilon, donc ça veut donc dire exactement ça. Si X est mesurable, et lambda, le bec mesurable, lambda X est égal à au sup des lambda de K appartenant à delta prime ou delta prime, de l'ensemble des compacts de R, donc, inclus dans X. Alors je peux écrire lambda K, parce que K est un compact, donc un fermé, donc un borélien. Premier cas, si X est borné, il est inclus dans I égale à B, et I moins X appartient donc à B lambda. C'est-à-dire X est lambda mesurable, I aussi, donc voilà. Lambda I moins X, c'est l'inf des, j'utilise ça, l'inf des lambda U, U appartenant à delta, où delta c'est l'ensemble des ouverts qui contiennent I moins X. Donc quel que soit epsilon positif, il existe U appartenant à delta, tel que lambda U est inférieur ou égal à lambda I moins X plus epsilon, soit K égale I moins U. Donc ça va être I inter, le complémentaire de U par rapport à R. Donc ça c'est un fermé, parce que U est ouvert. Donc on a un fermé qui est inclus dans I, donc on a un fermé borné, I est fermé aussi. Donc un compact. I moins X est inclus dans U, donc K égale I moins U est égal à l'ensemble des X tel que X n'appartient pas à U, est inclus, j'aurais pu ne pas le faire ça, c'est évident. Alors, dans l'ensemble des X appartenant à I tel que X n'appartient pas à I moins X, puisque j'ai I moins X qui est inclus dans U, d'accord, voilà. Et donc c'est l'ensemble des X appartenant à, et ça c'est l'ensemble des X appartenant à I qui appartiennent à X. Donc c'est I inter X, mais comme X est inclus dans X, ben, ça fait X. Donc je vois que K est inclus dans X, ce qui est évident, et K est égal à I moins U, donc I va être égal à K union I inter U, donc lambda I va être inférieur ou égal à lambda K plus lambda de I inter U qui est inférieur ou égal à lambda de U, donc c'est inférieur ou égal à lambda K plus lambda U. X est inclus dans I est égal à X union I moins X, donc ça c'est des unions disjointes, là c'était pareil d'ailleurs, donc lambda X est égal à lambda I, moins, alors là en plus on est dans un borné, donc toutes les mesures ici sont finies, donc il n'y a pas trop de problème, il n'y a pas de problème d'ailleurs. Lambda X est donc égal à lambda I moins lambda I moins X, qui est inférieur ou égal à lambda I, moins lambda U, alors là j'utilise ça, moins lambda I est inférieur ou égal à lambda K moins lambda U, d'accord? Et donc, non c'est même pas ça que j'utilise, en fait j'utilise lambda I moins X, voilà. Moins lambda I moins X, ça va être inférieur ou égal à epsilon moins lambda U, d'accord? Voilà. Et ensuite, j'utilise ça, c'est-à-dire que lambda I est inférieur ou égal à lambda K plus lambda U. Donc ça va faire lambda K plus lambda U moins lambda U plus epsilon. Donc ça fait ça. Voilà. Oui, il n'y a pas d'infini là-dedans, puisque chez I qui est inclus dans AB, donc la mesure de I est inférieure à plus l'infini. Et donc, I moins X, c'est pareil.
Et par ailleurs, lambda U, bah, c'est pareil aussi grâce à ça. Donc il n'y a aucun problème. Les soustractions, je pouvais les écrire. Donc je vois que quel que soit epsilon positif, il existe K appartenant à delta prime. Et lambda X est inférieur ou égal à lambda K plus epsilon. Donc ça implique exactement ça. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive si X n'est pas borné? Bah, X, je pose Xn égale X inter moins Nn, c'est une suite croissante de V lambda. Et évidemment, là, je peux appliquer les Xn sont bornés, puisqu'ils sont dans moins Nn. Lambda X est égal à sub des lambda X, quel que soit epsilon positif, il existe N tel que N supérieur ou égal à N implique lambda X moins epsilon, j'utilise ça, est inférieur ou égal à lambda Xn, mais comme, alors là je vais prendre N égale grand N, je sais d'après ce que j'ai fait avant qu'il existe un compact Kn inclus dans Xn, tel que lambda Xn est inférieur ou égal à lambda Kn plus epsilon sur 2. Ça c'est parce que Xn est borné. Et bien donc, de ça et de ça, j'en déduis que lambda X est inférieur ou égal à epsilon sur 2 plus ça, donc à lambda Kn plus epsilon. Et donc, quel que soit epsilon positif, je suis trouvé un compact Kn tel que lambda X est 1. Donc ça nous donne exactement le résultat. Nous voyons maintenant un exemple très important, c'est l'ensemble triadique de Cantor. Cantor du nom du grand mathématicien russe, mais qui a vécu essentiellement en Allemagne, fin 19e siècle, début du 20e siècle, mort très jeune, et qui, avec d'autres, comme Dedekind ou Hilbert, ont beaucoup travaillé sur ce qui était l'ébauche d'une théorie des ensembles. Et donc Cantor, il a produit différents ensembles qui étaient, j'allais dire, des cas pathologiques, notamment celui-là. Et donc celui-là, c'est l'exemple d'une partie borelienne, lambda négligeable, donc Lebesgue négligeable, non dénombrable. Alors sa construction se fait de la façon suivante. On part du segment 0,1, et puis on enlève le tiers du milieu de ce segment, donc on obtient ça. Puis on fait la même chose sur chacun de ces deux segments. Donc là on enlève le tiers, donc on obtient ça. Puis là on enlève le tiers, on obtient ça. Et donc on passe de Kn à Kn plus 1 en retirant de chaque segment AB de Kn le tiers central de AB. Donc de AB on va passer à A plus B moins 3 sur 3, B moins A sur 3, B. L'ensemble de Cantor va être l'intersection de tous les Kn. Et comme cette suite est décroissante, on aura K qui sera égal à 1 de Kn, mais quel que soit n supérieur ou égal, donc ça c'est évident, quel que soit n supérieur ou égal à 1, Kn c'est la réunion disjointe de 2 puissance n segments de longueur 1 sur 3 puissance n. Ça on va le démontrer par une récurrence relativement facile. K0 c'est un segment de longueur 1 égale 1 sur 3, 0. 3 puissance 0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, chaque segment de Kn plus 1, ces segments-là que j'appelle des segments de Kn plus 1, j'aurais pu donner un autre nom, provient d'un segment AB de Kn, et il est donc de cette forme-là ou là. Donc il est inclus dans Kn, ce qui veut dire que Kn plus 1 est bien inclus dans Kn, donc j'ai bien une suite décroissante, et donc l'intersection va être l'inf des Kn. Et sa longueur, comme on part de AB et puis qu'on divise par 3 pour obtenir les segments de Kn plus 1, sa longueur est égale à un tiers de celle de AB. Donc un tiers de 1 sur 3 puissance n égale 1 sur 3 puissance n plus 1. De plus, si S et S' sont deux segments de Kn plus 1 provenant de deux intervalles AB et CD dans Kn, soit AB égale CD, à ce moment-là, S, S', c'est ces deux segments-là, donc voilà quoi. Dans ce cas-là, ils vont avoir, s'il y en a un qui est celui-là et l'autre qui est celui-là, eh bien leur intersection est vide. Et puis sinon, ils proviennent de deux segments AB et CD dont l'intersection est égale à vide. Et comme ils sont inclus dedans, S inter S' va être égal à vide aussi. Bien sûr, j'ai supposé au départ que les deux segments étaient différents, ça va de soi. Enfin, chacun des deux puissances n segments de Kn
donne deux segments de kn puissant. Donc il va avoir kn plus 1, il va avoir 2 puissance n plus 1 segments. Le n plus 1 ici c'est quand même en bas, hein, c'est mieux. Voilà. Remarque, si on ordonne les segments AB de Kn, ce dont j'ai parlé précédemment, par leur extrémité gauche, le premier va être celui-là et le dernier va être celui-là. L'ensemble des segments de Kn, il y en a 2 puissance n, c'est l'ensemble des segments de cette forme-là, avec A appartenant à delta n, où delta n, ce sont les nombres réels qui s'écrivent sous la forme 1, somme de 1 à n des bk 3 à la puissance moins k, bk étant égal à 0 ou à 2. D'accord? Donc ça c'est une écriture en base 3, les chiffres possibles c'est 0, 1, 2, mais nous on veut que 0 et 2. Et donc comme il y a deux possibilités pour chaque bk et qui sont n, il y en a bien 2 puissance n éléments, c'est-à-dire le même nombre de segments que le nombre de segments qu'il y a dans Kn. On fait une récurrence sur n, là on est pour n supérieur ou égal à 1, donc dans le cas n égale 1, eh bien on a deux segments, et delta 1 c'est, quand je prends delta 1, j'ai soit 0, soit 2 sur 3, eh bien ça correspond bien, donc ça marche. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, un segment i de delta n plus 1 provient d'un segment a plus 1 sur 3 puissance n de kn, et donc a appartient à delta n et il est de cette forme-là. Donc i va être de cette forme-là ou de cette forme-là. Et donc son extrémité de gauche va être soit a, à ce moment-là, a qui s'écrit comme ça, ben, je peux l'écrire aussi comme ça en prenant bn plus 1 égale 0, d'accord, ce qui est autorisé, soit ça. Mais ça fait a plus 2 sur 3 puissance n plus 1. Donc du coup, ça s'écrit somme de 1 n plus 1 des bk 3 puissance moins k, où bn plus 1 est égal à 2. Et donc ça marche aussi, ça. D'accord? Ça marche aussi. Alors maintenant, réciproquement, si je prends un nombre de cette forme-là, il faut que je prouve que c'est une extrémité de gauche d'un segment. Hein. Donc, avec évidemment bk égale 0 ou 2. Bon, si bn plus 1 est égal à 0, ben j'ai a' qui est égal à ça, c'est la même chose. Hein. Extrémité gauche du segment a' plus 1 sur 3 puissance n de kn. Donc, c'est bon. Donc, a' plus 1 sur 3 puissance n est un segment de kn plus 1. Si bn plus 1 est égal à 2, a' va être égal à ça, et a va être égal à ça, et il appartient à delta n. Donc c'est l'extrémité gauche d'un segment comme ça, de kn. Donc a' plus 1 sur 3 puissance n plus 1, c'est a plus 1 sur 3 puissance n moins 1 sur 3 puissance n plus 1, a plus 1 sur 3 puissance n, d'accord? Et donc c'est bien un segment de kn plus 1, et donc ça marche. Voilà. Donc, une petite remarque, évidemment, on pourrait ordonner tout ce qu'il y a dans delta n. Alors, j'ai commencé à le faire, mais c'est un peu compliqué. Hein. Donc, on se base sur l'écriture en base 3. Donc, si je mets que des zéros, j'ai ça. Hein. Et puis après, si je mets un 2, pour la décimale la plus grande, bah, ça fait ça. Et puis ensuite, je vais mettre un 2 aussi, et puis je vais lui rajouter ça, et puis, etc. Je vous laisse regarder par vous-même. Et puis le dernier, c'est 1 moins 1 sur 3 puissance n, mais celui-là, je peux l'écrire somme de 1 à n de 2 sur 3 puissance k. Voilà. Et donc là, c'est le nombre où il n'y a que des 2. L'ensemble de Cantor K est l'ensemble des réels de la forme somme de 1 à plus l'infini des bk 3 puissance moins k, où les bk sont égaux à 0 ou 2. Voilà ce qu'on va démontrer. Alors remarquons que cette écriture a un sens, parce que ça c'est une série à terme positif qui converge, parce que le terme général est inférieur ou égal à 2 sur 3 puissance n. D'autre part, si les bk pouvaient prendre toutes les valeurs 0, 1 et 2, cette écriture-là, ça correspond exactement à l'écriture en base 3 de tous les nombres réels qui sont dans le segment 0, 1. Bon, mais là, il n'y a que 0 et 2.
Hein, donc ça ne va pas décrire tout le segment 0,1, mais juste l'ensemble de canteurs qui est inclus dans ce segment 0,1. Alors, supposons que x soit de cette forme-là, donc il va être compris entre, pour un n fixé supérieur ou égal à 1, il va être compris entre ça et ça, parce que à partir de n plus 1, la somme de n plus 1 plus l'infini, au pire, la somme des bk de n plus 1 plus l'infini, sera inférieure ou égale à celle-là, qui vaut évidemment 2 sur 3 puissance n plus 1 multiplié par 3,5, c'est-à-dire 1 sur 3 puissance n. Donc x est entre ça et ça. Donc x appartient à ça, qui est inclus dans Kn, quel que soit n. Donc x appartient à k. Réciproquement, si x appartient à k, x appartient à 0,1, donc peut s'écrire sous cette forme-là en base 3, avec des 0, des 1 ou des 2. Supposons, alors quand je dis ça, il n'y a pas tout à fait unicité, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une infinité de 3, ou bien de 3 à puissance moins k, moins 2, je veux dire, ou bien il peut y avoir des 0, mais bon, on s'en fiche, c'est pas un problème pour la démonstration. Supposons qu'un des bk soit égal à 1, et prenons p le plus petit. Donc je peux écrire que x est égal à la somme de 1 à p-1, alors éventuellement cette somme j'appelle 0 si p égale 1, plus 1 sur 3 puissance p, plus la somme des p plus 1 à l'infini des bk 3 puissance moins k. Donc x va être compris entre ça et ça, plus ce truc-là qu'on a déjà calculé, et donc entre a plus 1 sur 3 puissance p et a plus 2 sur 3 puissance p. Avec a qui est égal à somme de 1 à p-1 des bk 3 puissance moins k, ou bien 0. Hein, et les bk, en tout cas, ayant que des 0 ou des 2. Donc a appartient à delta p-1. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Donc ça, c'est un segment de delta p-1, et on sait que x est dedans, parce que x, il appartient à ça, qui est inclus dans ça. D'accord? Qui est inclus donc dans kp-1. Pardon. Mais x appartient à k, donc x appartient à kp. Or, à partir de kp-1, les segments de kp, ça va être celui-là ou celui-là. Mais pas celui-là, celui-là on est exclu. Donc en fait, x, comme il appartient à ça, il peut être égal qu'à l'une des deux extrémités. Donc ça, ça. Ça ou ça. Si x est égal à a plus 2 sur 3 puissance p, donc il est égal à somme de 1 à p des bk 3 puissance moins k, en prenant bp égale 2. Donc ça marche, tous les bk sont égaux à 0 ou 2. Et s'il est égal à ça, alors je peux dire qu'il est égal à ça, ça c'est 1, plus 0 fois 3 puissance moins p, c'est-à-dire je change là, il y avait un 1, hein, et bien je vais changer en 0. Et puis là, je vais mettre... il y avait un 1 et puis finalement il y avait des 0 derrière. Là je vais mettre je vais mettre 0 et là je vais mettre que des 2 parce que je sais que ça fait 1 sur 3 à la puissance p. Et donc ça marche. Hein, d'accord? Et je me retrouve donc avec une somme où il y a des 0, des 2, un 0 et puis que des 2. Donc ça marche. Donc si x appartient à k, il est bien de cette forme-là, d'où le résultat. Donc l'ensemble de Cantor, c'est l'ensemble des réels de cette forme-là. Conséquence, il n'est pas dénombrable et il est même dans la même dimension qu'il est en bijection avec R. Alors on vient de voir que K en fait est en bijection avec 0,2 à la puissance n, hein, puisque il s'écrit comme ça, avec des cas où il n'y a que des 0 et des 2, donc il y a une bijection naturelle, hein, ensemble des suites formées de 0 et 2. Derrière, c'est des suites de chiffres. Hein. Et donc, en bijection, 0,2 étant en bijection avec 0,1, il est en bijection avec 0,1 puissance n, et ça, on sait que c'est ensemble des suites de 0,1 qui est en bijection avec P de n, et P de n qui est en bijection avec R. Donc, en fait, il est en bijection avec R. Voilà. Bon. K, d'autre part, appartient à BR. C'est-à-dire, K est un borélien. Parce que les Kn, chaque Kn est une réunion de 2 puissance n intervalles de cette forme. Et l'ensemble de ces intervalles, de ces segments fermés, engendre BR.
Donc Kn appartient à BR. Et donc l'intersection de tous les Kn, ça va appartenir à BR. Donc K, alors appartenant à BR, bien sûr, il va appartenir aussi à B lambda, et donc il va être le Lebesgue mesurable. Donc si je résume, K, ensemble des nombres de cette forme, n'est pas dénombrable, est en bijection avec grand R, et c'est un borélien, donc il est mesurable. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que sa mesure est égale à 0. La mesure de l'ensemble de Cantor K est nulle, lambda K égale 0, donc K est négligeable pour la mesure de Lebesgue. Démonstration, Kn est la réunion disjointe de 2 puissance n segments de mesure chacun 1 sur 3 puissance n. Donc sa mesure c'est 2 puissance n fois 1 sur 3 puissance n, c'est-à-dire 2 tiers à la puissance n. K est inclus dans Kn, puisque c'est l'intersection des Kn. Donc lambda K est inférieur ou égal à lambda Kn qui vaut ça, et qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque 2 tiers est inférieur à 1. Donc la mesure de K est nulle. K est fermé, borné, donc compact, et il n'a pas de point isolé, son intérieur est vide. Kn est une réunion finite fermée, donc Kn est fermé quel que soit n, et K est l'intersection des Kn, donc fermé. Il est borné parce qu'il est inclus dans 0, 1, donc K est un compact de R. Montrons que si X appartient à K, X n'est pas isolé, ce qui veut dire qu'on peut trouver une suite Xn de K, où les Xn sont différents de X, au moins à partir d'un certain rang, et tel que Xn tend vers X. Démonstration, X est égal à la somme de 1 à plus l'infini des BK multiplié par 3 puissance moins K, BK égale 0 ou 2. Si X égale 0, Xn est égal à 2 sur 3 puissance n appartient à K et tend vers X sur n tend vers plus l'infini, et c'est pas égal à 0. C'est tend vers X parce que X vaut 0. Et si X égale 1, Xn égale somme des 2 sur 3 puissance K de 1 à n appartient à K, d'accord, est différent de 1 et tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Sinon, si les BK sont tous nuls à partir d'un certain rang, on va considérer AN égale X plus 2 fois 3 à la puissance moins n pour n supérieur ou égal à P. Alors AN appartient à K, parce qu'on a rajouté, voilà. AN est différent de X, et AN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Sinon, il y a une infinité de BK qui sont égaux à 2, et on prend la sous-suite BKN de BK, formée des deux qui sont dans, enfin des BK égale 2 qui sont dans BK. Et donc, on prend Xn égale la somme des CJ 3 puissance moins J, de 1 à plus l'infini, avec les CJ qui sont tous des BJ, sauf au rang Kn, où on remplace le 2 par un 0. D'accord? Donc comme ça, Xn n'est pas égal à X. Voilà. Donc on a donc AN qui appartient à K, puisqu'on a changé juste un 2 en 0. Il est différent de X, et la différence entre les deux, c'est ce 2 sur 3 à la puissance J, qui en l'occurrence vaut Kn. Et quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc c'est vrai. Si on prend X appartenant à l'intérieur de K, donc X appartient à K, et donc X il est comme ça. Si X égale 0, je prends Xn est égal à 1 sur 3 puissance n plus 2 sur 3 puissance n plus 1. À cause du 1, bon, ça appartient évidemment à 0,1, mais à cause du 1, ça n'appartient pas à K. Et quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, vers X égale 0. Donc j'ai trouvé une suite, donc j'ai trouvé là une suite d'éléments qui n'appartiennent pas à K et qui tendent vers X. D'accord? Donc, si X est égal à 1, si X est égal à 1, je prends Xn égale somme de 1 à n des 2 sur 3 puissance k qui vont tendre vers 1, plus 1 sur 3 puissance n plus 1, plus 2 sur 3 puissance n plus 2. Ça appartient bien à 0,1 et ça appartient pas à k à cause du 1. Et ça tend vers x égale 1. Et sinon,
je reprends le x qui est ici, d'accord, jusqu'au rang n, et là, je mets ces deux-là. Et à cause du 1, ça ne va pas appartenir à k, mais ça appartient évidemment à 0,1. Et quand n devient très grand, ça tend vers x, ça tend vers 0, donc ça tend bien vers x. Donc je vois quoi? Je vois qu'à chaque fois que x appartient à l'intérieur de k, j'arrive à trouver une suite d'éléments qui ne sont pas dans k et qui tendent vers x. Donc ça veut bien dire ça, que je ne peux pas déterminer un ouvert contenant x à l'intérieur de k. Ce qui veut dire que l'intérieur de k est vide. Voilà. Autre résultat que je ne démontre pas tout de suite, mais que peut-être je démontrerai. Alors, ils ne sont pas faciles à démontrer par des exemples concrets sans utiliser l'axiome du choix, mais ça, c'est pas un trop gros problème, et sans utiliser la cardinalité, les ordinaux. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on démontre que l'attribut borelienne est en bijection avec R, elle a la puissance du continu, que B lambda, lui, il est beaucoup plus grand, hein, il est en bijection avec P de R, donc évidemment, de ça, on peut en déduire que BR est différent de B lambda, mais on pourrait aussi faire autrement, c'est-à-dire exhiber un élément de B lambda qui n'appartient pas à BR. Ça, c'est faisable aussi. Hein. C'est pas très facile, mais c'est faisable, même à partir de, justement, de l'ensemble de Cantor. Hein. Je pense que ça doit être faisable avec l'échelle de Cantor. Il existe, bref, des parties de R qui sont mesurables non boreliennes, et on peut même prouver, c'est justement avec Cantor, qu'il existe des parties lambda négligeables. Cantor, lui, il est lambda négligeable, mais il est borélien. Mais à partir de lui, on doit pouvoir trouver des parties lambda négligeables qui ne sont pas boréliennes. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous voyons maintenant l'ensemble de Vitali qui donne un exemple d'une partie de R qui n'est pas mesurable, qui n'est pas Lebesgue mesurable. Donc, on considère cette relation sur grand R qui dit que x est en relation avec y si x moins y appartient à q. C'est évidemment, on connaît bien ce genre de relation. C'est une relation d'équivalence. Et E, c'est l'ensemble quotient R sur Q. Si alpha est une classe d'équivalence, x0, un représentant de cette classe, on a alpha qui est égal à x0 plus q, ça c'est bien connu de ces relations-là. Et donc c'est l'ensemble des x0 plus r, r appartenant à q, ce qui veut dire que alpha est dénombrable. Et comme r est égal à la réunion des alpha, pour alpha appartenant à E, l'ensemble est toujours la réunion disjointe d'ailleurs de ces classes d'équivalence, et que chacune des classes d'équivalence est dénombrable, ça ne peut pas être une réunion dénombrable, sinon ça ferait une réunion dénombrable de dénombrable, et donc R serait dénombrable. Alors là-dessus, on va exhiber une fonction de choix sur P de R, l'ensemble des parties de R privées du vide. Donc ça, c'est l'axiome du choix qui dit qu'il existe une fonction f sur cet ensemble, à direction de R, telle qu'à toute partie non vide de grand R, on associe un élément f de A qui appartient à R et qui appartient donc à la partie grand A qu'on a pris. Donc à chaque partie, on prend, la fonction de choix permet de trouver un élément qui est dans cette partie. D'accord? Alors, si je considère une classe d'équivalence, son intersection avec 0,1 n'est pas égale à vide. En effet, si je prends x0, un représentant de alpha, je le coince entre sa partie entière et sa partie entière plus 1, et par soustraction, j'ai x0 moins n qui est entre 0 et 1. Mais x0 moins n, c'est x0 plus un nombre relatif, donc plus un nombre rationnel, et donc c'est un nombre là qui est en relation avec x0, donc qui appartient à alpha. Et en plus, il appartient à 0,1, donc il appartient à alpha inter 0,1, qui est donc non vide. Voilà. Donc, la fonction de choix, puisqu'il est non vide, va lui associer un élément x alpha qui appartient à alpha inter 0,1.
D'accord? Et je me considère V qui est l'ensemble des x alpha quand alpha appartient à E. Donc x alpha appartient à alpha 0, inter 0, 1. Donc puisque tous les x alpha sont entre 0 et 1, eh bien V va être inclus dans 0, 1. Donc lui, V, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Vitali, et on va montrer qu'il n'est pas mesurable. Et on va le montrer comment? En supposant qu'il est mesurable et en montrant qu'il y a une contradiction dans la démonstration qui suit. Voilà. Donc, notons d'abord que s'il y a deux classes d'équivalence différentes, x alpha est différent de x bêta, hein, puisque elles sont différentes. La classe de x alpha, c'est alpha. La classe de x bêta, c'est bêta, et elles sont différentes. Donc ça, on a ça, donc ça veut dire que x alpha n'est pas en relation avec x bêta. Considérons maintenant A, la réunion des V plus R, quand R décrit Q inter moins 1. Alors, Q inter moins 1, c'est évidemment équipotent à Q. Hein. C'est un ensemble infiniment dénombrable de nombres rationnels, et il y en a une infinité entre moins 1 et 1. Donc, c'est une réunion dénombrable et disjointe. En effet, si je prends R différent de R' entre moins 1 et 1, donc par exemple R inférieur à R', même si ça ne sert pas dans la démonstration, si je suppose qu'il y a que V plus R inter V plus R' est non vide, je prends T qui appartient à ça, et bien ça veut dire que T moins R appartient à V, et T moins R' appartient à V. Donc ça veut dire que T moins R est un X alpha, et T moins R' est un X bêta, et je note que la différence entre les deux, ça me fait R' moins R qui appartient à Q. Donc X alpha est équivalent à X bêta. Et donc comme ils sont équivalents, ça veut dire qu'ils définissent la même classe d'équivalence. Donc alpha est égal à bêta. D'accord? Et donc, puisque alpha est égal à bêta, x alpha va être égal à x bêta. Et oui. Et donc, ces deux-là sont égaux, et donc R égale R', ce qui est faux. Donc, ça veut dire que c'est bien une réunion disjointe. Hein. Les V plus R sont disjointes 2 à 2. Alors, maintenant, alors, on a affaire à la mesure de Lebesgue. La mesure de Lebesgue, elle est invariante par translation. Donc, si V est mesurable, V plus R est mesurable, et la mesure de V plus R est égale à la mesure de V. D'accord? Donc, maintenant, je prends la mesure de A, parce que c'est une réunion, V plus R est mesurable, c'est une réunion de mesurables, donc c'est mesurable. Lambda A est égal à la somme des lambda V plus R, mais ils sont tous égaux à lambda V. Donc, si lambda V est égal à 0, ça fera une somme nulle. Et si lambda V est différent de 0, puisque là, il y a une infinité, c'est une somme infinie dénombrable, ça fera plus l'infini. Donc lambda est égal à 0 si lambda V égale 0, et plus l'infini sinon. Mais A est inclus dans moins 1, 2. Alors, A est inclus dans moins 1, 2, oui, ça j'ai expliqué tout à l'heure, hein, puisque on avait dit, je ne sais pas si on l'avait dit, mais en tout cas, V est inclus dans 0, 1. Donc quand je rajoute un nombre qui est entre moins 1 et 1, ça me fait qu'on va être compris entre 0 plus moins 1 et 1 plus 1, 2. D'accord? Donc il est dans moins 1, 2, et lambda est donc inférieur ou égal à la mesure de moins 1, 2, mais ça, avec la mesure de Lebesgue, c'est 2 moins moins 1, c'est 2 plus 1, 3. Donc ça veut dire que lambda A est inférieur ou égal à 3, et donc lambda V, puisque lambda A est inférieur ou égal à 3, il n'est pas égal à plus l'infini. Donc ça veut dire que lambda A est égal à 0, et donc lambda V est égal à 0. Voilà. Ça implique en fait les deux, quoi. On a lambda V et lambda A qui sont égaux à 0. Alors maintenant, on va démontrer que c'est pas possible, parce que c'est pas possible que lambda V et lambda A soient nuls, parce que 0,1 tout simplement est inclus dans A. Pourquoi? Parce que si je prends x appartenant à 0,1 et que je considère sa classe d'équivalence, que je note alpha, x alpha appartient lui aussi à 0,1, x alpha est équivalent donc à x, et x alpha est donc un x plus r où r appartient à q. Sauf que x alpha appartient à 0,1, que x appartient à 0,1,
Et donc la soustraction fait que R appartient à moins 1, et l'opposé de R aussi. Donc ça me fait X égale X alpha plus moins R. X alpha plus moins R, avec moins R qui appartient à... avec moins R qui appartient, pardon, à moins 1, pas 0,1. Moins 1. Alors, X égale X alpha plus moins R. Donc ça appartient à V plus moins R. Avec moins R qui est entre moins 1 et 1. D'accord? Donc X appartient à A. Puisque A, c'est la réunion de tous les X de tous les V plus R, où R est entre moins 1 et 1. Donc X appartient à A. Donc ça signifie que à chaque fois que je prends X appartenant à 0,1, il appartient à A. Donc ça veut dire que 0,1 est inclus dans A. 0,1 est inclus dans A. Alors 0,1 est inclus dans A, et la mesure de 0,1, c'est, la mesure de Lebesgue de 0,1, c'est 1 moins 0, donc c'est 1. D'accord? Donc 1 est inférieur ou égal à lambda. Lambda A est supérieur ou égal à 1. Et ben ça ne va pas parce que nous, on avait trouvé que lambda A était égal à 0. Donc on a abouti à une contradiction. Et cette contradiction provient du fait qu'on avait supposé l'ensemble de Vitali, c'est-à-dire V, on avait supposé qu'il était Lebesgue mesurable. Donc en fait, cet ensemble n'est pas Lebesgue mesurable. Donc on a construit un ensemble, l'ensemble de Vitali, qui n'est pas Lebesgue mesurable. Et la propriété est démontrée.